Aujourd'hui, nous allons faire un résumé et une explication du second traité du gouvernement civil de John Locke. L'état de nature. Par état de nature, Locke entend la condition humaine primitive avant l'avènement de la société civile ou du gouvernement. Toutes les personnes nées dans l'état de nature, affirme-t-il, possèdent l'égalité et la liberté. Cependant, la liberté des gens dans l'état de nature ne doit pas être confondue avec la licence de faire ce qu'ils veulent. Selon la loi naturelle de la raison, déclare Locke, personne n'a le droit de nuire à une autre personne. Dans l'état de nature, les gens ont le pouvoir d'appliquer cette loi en punissant les délinquants. Un meurtrier, par exemple, peut légitimement être tué. Contrairement à d'autres écrivains des Lumières, notamment le philosophe franco-suisse Jean-Jacques Rousseau, Locke n'idéalise pas l'état de nature. Il ne le présente pas comme ressemblant au jardin biblique d'Éden dans le livre de la Genèse. Pour Locke, l'état de nature est une condition réaliste dans laquelle des hommes égaux et indépendants vivent essentiellement sur une base individuelle. Cela préserve leur vie et punit ceux qui les blessent du mieux qu'ils peuvent. Par rapport à la vie sous la domination de la monarchie absolue, l'existence dans l'état de nature est infiniment préférable selon Locke. Cependant, compte tenu du cours du développement humain, les hommes acquièrent une forte motivation à quitter l'état de nature et à former des sociétés civiles. Cette motivation est leur sûreté et leur sécurité. La société civile. Les débuts de la société civile peuvent être attribués à la préoccupation des êtres humains pour leur sûreté et leur sécurité, et en particulier à leur préoccupation pour leurs biens matériels. La société civile est une entreprise coopérative. Les hommes s'unissent, abandonnent volontairement une partie de leur liberté à la communauté et vivent sous une forme quelconque de gouvernement. Un tel gouvernement peut être une monarchie, une démocratie ou une oligarchie. Ce que les formes de société civile ont en commun, cependant, c'est qu'elles possèdent un pouvoir législatif de légiférer pour la communauté dans son ensemble. Une telle société civile, ou Commonwealth, a également le pouvoir exécutif de faire appliquer les lois. La société civile est enracinée dans le pouvoir naturel que les hommes possèdent pour préserver leur vie, leur liberté et leurs biens. Il peut également être comparé, bien que non confondu avec, les unions conjugales et la relation entre le maître et le serviteur. Pour Locke, la monarchie absolue, dans laquelle le souverain vit sans retenue, est incompatible avec la société civile. Dans la société civile, personne n'est au-dessus ou à l'abri des lois. La société civile a un objectif primordial. Locke le résume en citant l'adage latin Salus populi suprema lex esto, ou la sécurité du peuple est la loi suprême. Le consentement. Le consentement est un élément crucial de la constitution de la société civile. Locke souligne à plusieurs reprises qu'aucun gouvernement ne peut être légitime sans le consentement des gouvernés. Lorsque des hommes indépendants et égaux forment une société civile et instituent un gouvernement, ils cèdent volontairement une partie de leur liberté à la communauté. Par exemple, ils donnent au Commonwealth le droit de faire des lois, de faire respecter les lois et d'infliger des sanctions aux délinquants. Ainsi, selon Locke, les hommes font la transition de l'état de nature à la vie dans un Commonwealth par un acte consensuel. Ils renoncent à une partie de leur liberté en échange d'une amélioration de la sûreté et de la sécurité. La société civile peut échouer dans son objectif ou un gouvernement peut violer la confiance et le consentement du peuple. Dans ces cas, le peuple a le droit de dissoudre son gouvernement et d'instituer un nouveau gouvernement. Le consentement est donc essentiel au concept fondamental de gouvernement de Locke. Dans une monarchie, les gouvernés peuvent, de leur propre consentement, placer l'autorité entre les mains d'un pouvoir royal. Ils ne croient pas nécessairement que le monarque gouverne par le droit divin ou devrait être capable d'exercer un pouvoir absolu. Propriété et liberté.
Par propriété, Locke signifie la propriété individuelle. Comment une telle propriété se produit-elle? Dans la longue exégèse de Locke au chapitre 5, il désigne le travail et l'industrie comme les composants critiques qui font naître la propriété. Locke donne des exemples de bon sens de cueillette de glands et de pommes. Ces aliments pouvaient à l'origine être considérés comme appartenant en commun à tous les hommes. Lorsqu'un individu investit son travail pour les rassembler dans la forêt, ils deviennent légitimement les siens, à part ceux du magasin commun. Y a-t-il des limites ou des limitations fixées par la propriété? Locke répond qu'il y en a, par la loi de la nature qui approuve une utilisation raisonnable sans gaspillage et décourage ainsi la thésaurisation. La nature fixe des limites à la propriété en limitant la quantité de travail des hommes ainsi que la quantité des besoins des hommes. Cet équilibre naturel a cependant commencé à changer avec l'invention de l'argent. L'argent donnait aux hommes la possibilité d'étendre leurs propriétés au-delà de leurs besoins et au-delà de la courte durée des objets les plus utiles.